Alors, eh bien, bienvenue sur ce Hacking Lab à l'intérieur du Forum international de la cybersécurité. Nous accueillons Airbus Cybersécurité qui va nous faire une démonstration d'attaque sur des systèmes industriels. Ils sont venus avec une valise dont ils vont vous expliquer le contenu. Et nous allons bien continuer, poursuivre ce format. 25 minutes de présentation et ensuite 5 minutes d'échange, de questions-réponses avec le micro qui va circuler parmi vous. Je vous laisse vous présenter et nous donner bien, le thème de votre intervention de ce matin. Bonjour. On va vous présenter des vulnérabilités qu'on a identifiées sur le fabricant Schneider. Des vulnérabilités, donc c'était des 0D il y a 1 an, 2 ans de ça. On en a trouvé 5, ce qui nous a permis de reproduire une attaque de type Stuxnet sur cet équipementier. Et on va vous montrer de quelle manière aussi on a réussi donc à contrôler un PLC, lui faire exécuter n'importe quel code au sein de ce PLC. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, une brève présentation. Donc, pour ma part, Nicolas Delay. Il y a Flavien Dola ici, là. Donc, nous sommes 2 chercheurs en vulnérabilité, plutôt sur Windows pour ma part. Flavien, plutôt sur tout ce qui est ICS, IoT. Et on a juste là, assis, Guillaume Orlando, notre jeune padawan, qui est sur les traces d'Obi-Wan Kenobi, j'espère en tout cas, et qui a aussi un fort intérêt pour tout ce qui est analyse de malware, son côté Dark Vador, sûrement. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le programme qu'on va suivre aujourd'hui, d'abord un petit peu de contexte. Ensuite, on vous donnera une vue globale du scénario d'attaque qu'on a envisagé pour reproduire cette attaque. Et on vous décrira assez brièvement, parce que ça fait beaucoup, les 5 vulnérabilités qui nous ont permis, en ciblant donc une station d'ingénierie qui permet de reprogrammer un automate, qui permet, 1, d'accéder à cette station d'ingénierie à distance, donc une première RCE, 2, d'élever ses privilèges sur cette station d'ingénierie, donc pour devenir système, et 3 et 4, une autre RCE, et, enfin c'est pas une RCE, mais un moyen d'interagir avec le PLC et d'exécuter du code arbitraire sur ce PLC, et on verra que c'est assez énorme ce qu'on peut faire avec un PLC. Et on terminera avec quelques points à garder en tête à la fin. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc un peu de contexte. Aujourd'hui, les entreprises qui possèdent un système industriel sont des entreprises dites critiques parce qu'elles sont en charge de gérer tout ce qui est énergie, eau, etc. Et pendant de longues années, on va dire, un système industriel n'a pas été vraiment audité ou conçu en termes de sécurité parce que c'était des systèmes qui sont censés être déconnectés. Malheureusement, avec le temps, les administrateurs aiment bien travailler aussi à distance. On retrouve donc des interconnexions entre l'OT et l'IT en termes de réseau. Et malheureusement, comme un système industriel est composé de beaucoup de logiciels, de beaucoup de composants matériels, ça lui en fait une grosse surface d'attaque. Donc on verra de quelle manière on a pu jouer sur cet aspect. Aujourd'hui, il y a 2 APT bien connus. La première, c'est Stuxnet, qui ciblait l'équipementier Siemens et qui ciblait, alors le logiciel, je précise, puisque nous aussi, on a ciblé un logiciel d'ingénierie. Alors pour le cas de Stuxnet, c'était Step 7. Et on a aussi Triton, une autre attaque, une autre APT, qui, elle, ciblait l'équipementier Schneider en ciblant notamment le logiciel d'ingénierie TruStation. Donc nous, on va vraiment essayer de reproduire. On a reproduit ce genre d'attaque. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, une vue générale. Donc, on peut voir tout en haut le réseau IT. On va partir du principe qu'on a un accès sur l'IT. Premièrement, on verra qu'après, ça ira un petit peu plus loin, mais pour faire ce début d'attaque, on a un accès sur l'IT. Le but, ça va être de cibler. En bas, on voit une petite tête de mort tout en bas, un PLC qui est sur le réseau de l'OT. Notre seul moyen d'atteindre ce réseau, c'est d'attaquer la station d'ingénierie. Pourquoi? Parce que cette station d'ingénierie, elle est en charge de reprogrammer des PLC. Ça nous peut jouer, finalement, elle joue le rôle pour nous, en tant qu'attaquants, de passerelle ou de pont pour accéder au réseau de l'OT depuis l'IT. Cette station-là, par exemple, elle va être en charge de reprogrammer un PLC, une fois qu'on l'a compilé, de faire des requêtes de type stop, start, download pour démarrer un nouveau programme. Donc ce qu'on va faire, c'est ce que je vous ai décrivé au tout début, à partir de l'IT, notre machine tout en haut avec l'attaquant, trouver une RCE donc sur notre machine, notre station d'ingénierie. Une fois qu'on sera sur cette station d'ingénierie au milieu, élever nos privilèges, c'est toujours mieux.
Et puis finalement, aller exécuter du code non contraint sur le PLC. Flavien vous expliquera en quoi consiste du code non contraint un peu plus tard. Slide suivant, merci. Du coup, je vais laisser la parole à Flavien pour vous expliquer comment il a réussi à accéder à la station d'ingénierie et trouver une RCE dessus. Ok, donc, alors slide suivant, s'il vous plaît. On va essayer de... Je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça marche une station d'ingénierie. Donc, à quoi ça sert? C'est notre bon automaticien, il veut développer un programme pour le charger dans son automate. Et pour ça, donc, il utilise le logiciel de l'équipementier. Donc, dans notre cas, c'est Control Expert. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va développer son programme en utilisant un langage qu'il connaît bien, d'automaticien, donc du GraphSet, du ladder, ce genre de choses. Après, il va y avoir une étape de compilation et après, il va le déployer. Donc, normalement, au sein de son PLC, mais comme c'est un mec qui travaille bien, il veut d'abord tester avant de le déployer sur son PLC. Et donc, Schneider, pour ça, a une fonctionnalité d'automate simulé. Et donc, on a notre station d'ingénierie qui comporte un automate simulé. Et alors, nous, en tant qu'attaquants, c'est vachement intéressant, en fait, cet automate simulé, parce que finalement, l'automate simulé, il va exécuter le code de l'automaticien. Et en plus, il expose une socket réseau sur le 502 TCP. Donc là-dessus, pour les automaticiens qui connaissent, c'est du Modbus qu'on peut trouver dessus. Et au-dessus, on a un protocole propriétaire que Schneider a développé, qui est l'UMAS. Et donc nous, donc c'est génial parce qu'en fait, du coup, depuis un accès réseau, on a potentiellement accès à cet automate simulé. Et plutôt que de déployer un code automate, on va essayer de déployer quelque chose d'autre qui va nous permettre potentiellement d'avoir l'accès. Et donc, quand on étudie en fait comment est généré un programme, cette fonction de build, en débuguant tout ça, on s'est aperçu qu'en fait notre programme qui était en ladder, il était transformé en bytecode. Et donc là, pour notre cas, on souhaite exécuter notre programme automate sur une machine qui est de l'Intel, un poste de travail. Donc en fait, notre programme automate, notre truc en GraphSet, il est derrière le bytecode qui sort, c'est du bytecode Intel. Et du coup, une des premières pistes qu'on a fait, enfin, ok, on débug donc notre contrôle expert, on débug l'aspect de compilation et puis on remplace le code généré d'Intel par un shellcode et on tente de le déployer sur l'automate simulé et voir ce qui se passe. Et en fait, ça marche. Il n'y a aucune protection. C'est-à-dire que l'automate simulé, il n'y a pas de sandboxing ou de ce genre de choses à évader. On lui envoie directement dans le format que Schneider attend notre bytecode à exécuter et il l'exécute. Donc ça, c'est génial. Tu peux passer à la slide suivante. Pas toi, mais là, super. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Là, juste pour la démonstration, en fait, on voit qu'on est arrivé à lancer une calculette qui est dans le contexte de l'automate simulé. Donc, super. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors malgré ça, il va falloir qu'on détourne quand même plusieurs mécanismes. L'automate simulé, il est lancé en fait lorsque l'automaticien veut tester son programme. Donc lorsqu'il est lancé, en fait, on a de fortes chances que l'automaticien, lui, soit déjà connecté à cet automate simulé. Et en fait, le protocole Schneider qui dialogue là-dessus, c'est le protocole UMAS. Et ce protocole, comme il est super perfectionné, enfin, il est assez vieux en fait, et du coup, il accepte qu'une connexion à la fois. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen pour déconnecter l'utilisateur légitime pour pouvoir se connecter à l'automate simulé. Et la bonne nouvelle, c'est que en fait, l'ID de session, il est stocké juste sur un octet. Donc, c'est très facilement brute forçable. Et donc, en fait, on a juste à retrouver l'ID de session, envoyer une commande à l'automate simulé, on dit déconnecte-moi. Et en fait, ça va déconnecter l'utilisateur légitime et on va pouvoir s'y connecter à sa place. Donc, ça, c'est sympa aussi. Slide suivante. Alors, il y a une autre protection, c'est que du coup, en fait, Schneider conseille plutôt que, en fait, on charge dans l'automate simulé un projet protégé. Et lorsqu'on veut se connecter à cet automate simulé, il faut absolument qu'on connaisse le mot de passe du projet qui a été chargé. Donc ça, c'est embêtant pour nous, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça a été plutôt mal conçu. En fait, l'authentification, elle est faite côté cliente. C'est-à-dire que l'automate simulé, il va envoyer le projet au client qui lui demande. Donc là, dans le cas légitime, c'est Control Expert. Et Control Expert, c'est lui qui va dire, OK, donc tel projet,
il demande tel mot de passe, donc il demande à l'utilisateur de saisir le mot de passe, mais c'est lui qui fait l'authentification. Et après, derrière, il dit à l'automate simulé, OK, il connaît bien le mot de passe, c'est bon, je lui donne accès. Donc il suffit juste en fait qu'à nous, on dise à l'automate simulé, c'est bon, on a fait l'authentification, donne-nous l'accès, et en fait, on a l'accès. Donc on peut la bypasser comme ça. Bon, après, c'est des vulnérabilités qu'on a trouvées qui ont été corrigées. Donc, mais on passe à la suite, du coup. OK, donc là, maintenant, c'est Guillaume qui va essayer de vous faire une démonstration. Donc, si ça ne marche pas, c'est de sa faute. Donc, attendez, juste si on peut venir là. Donc, en fait, on a récupéré sur GitHub une petite infra qui permet de simuler un process chimique. Alors, le mélange d'un produit A et B qui vont dans une cuve. Donc nous, on a dit que notre attaquant, il était connecté au SI classique où on se trouve notre station d'ingénierie. Et donc, il a également un petit serveur à lui sur Internet. Donc, ce qui va se passer, si on peut passer à la slide suivante. Donc, il va tenter de se connecter à l'automate simulé. Enfin, il va d'abord faire un scan. Il va voir qu'il y a du Schneider sur le réseau. Il va tenter de se connecter dessus. Du coup, derrière, il va exécuter les 3 vulnérabilités que je vous ai décrites précédemment. Donc, déconnecter la session UMAS de l'utilisateur légitime, bypasser l'authentification et charger son propre code dans l'automate simulé. Et ainsi, il va récupérer la main sur la station d'ingénierie sans avoir préalablement aucun accès, aucun mot de passe. Et derrière, il va faire en sorte de dupliquer son accès pour qu'il puisse se déconnecter du SI et réaliser la suite de l'attaque juste depuis Internet. Donc là, on va passer à la démonstration de Guillaume. Donc là, on a notre contrôle expert qui tourne avec notre automate simulé qui tourne également. Donc là, Guillaume, il va faire un petit scan du réseau. Alors, ce qui est sympa, c'est que en fait, Schneider, dans leur protocole propriétaire, il nous donne plein d'informations sans aucune authentification. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. On envoie quelques petites requêtes qui vont bien. Et voilà, OK. Et donc, il nous dit, par exemple, on a le nom de la machine, on a la version de contrôle expert qui est installée, on a le nom du projet avec son chemin qui a été chargé. On voit que c'est un automate simulé. Enfin, voilà, plein d'informations assez gratuites. C'est sympa, pour un attaquant en tout cas. Et donc là, il va exécuter la vulnérabilité qui va consister donc à bypass. Alors là, on déconnecte l'utilisateur légitime. Donc normalement, on va avoir une petite pop-up qui va apparaître sur contrôle expert en disant tiens, c'est bizarre, j'ai perdu la connexion avec le PLC. Voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui est apparu. Et donc là, on va pouvoir se connecter à l'automate simulé à la place de l'utilisateur légitime, lui envoyer notre petite payload. Et si tout se passe bien, on devrait récupérer un accès. Désolé, je vous tourne un peu le dos. Non. Enfin. Ok, alors là, bon, y a des trucs qui sont très voyants, mais c'est fait exprès pour la démo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, normalement, il va récupérer une session sur... on voit qu'il y a des choses qui se passent mal, hein, mais c'est qu'on a fait ça très rapidement, on n'a pas vraiment bien nettoyé notre exploit. Mais là, il a récupéré, on voit une session sur la station d'ingénierie. On voit d'ailleurs qu'il est connecté, je ne sais plus en quel utilisateur, mais vas-y. Donc là, il effectue une commande WAMI. Voilà. Donc là, c'est super. Et là, il va dupliquer juste sa session sur l'ordinateur qu'il a sur Internet pour pouvoir poursuivre son attaque depuis Internet et puis avoir besoin d'un accès au SI. Voilà. Parfait. Ça s'est bien passé. On peut repasser à la présentation, s'il vous plaît. Donc maintenant qu'on est sur la station d'ingénierie, on va tenter d'élever nos privilèges. Et pour ça, Nicolas va vous présenter une vulnérabilité qu'il a découverte. Voilà, je te laisse la main. Merci.
Donc merci à Flavian d'avoir trouvé cette RCE qui me permet d'arriver sur la station d'ingénierie. Je me retrouve plutôt dans un monde Windows, ce qui me va mieux. Et merci aussi à Guillaume pour son petit malware pour installer sur cette station d'ingénierie. Donc je vais vous expliquer de quelle manière j'ai pu élever mes privilèges en trouvant une vulnérabilité sur ce logiciel. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc on est face à EcoStruxure Control Expert comme logiciel. Donc, c'est un gros produit avec beaucoup de binaires, de composants. Donc, j'ai essayé de faire une petite surface d'attaque rapidement. Suite à cette surface d'attaque, j'ai identifié un service qui s'appelle Modbus Drive 6.exe, tout simplement parce qu'il tourne avec des droits système, ce qui est déjà mieux pour essayer de monter, élever ses privilèges en système. Et qu'après mon analyse, j'ai vu qu'elle utilisait, alors c'est un petit peu technique, mais une mémoire partagée pour partager des données avec d'autres programmes Schneider. Et cette mémoire partagée était ouverte avec des droits système, mais accessible avec des droits utilisateurs. Donc, ce qui en fait un bon point d'entrée. Et à vrai dire, à peu près en 2 heures, donc j'ai pu trouver une vulnérabilité grâce à ce moyen de communiquer avec le système. Cependant, on verra que c'est pas si simple à exploiter après, parce qu'il va falloir savoir comment manipuler cette mémoire partagée. Il va falloir trouver un moyen d'écrire des données dans un fichier, parce qu'on verra que via cette mémoire partagée, je vais pouvoir écrire dans un fichier des données. Maintenant, il faudra trouver un moyen d'écrire des données dans ce fichier-là. Il y aura quelques bypass à faire sur la taille du fichier, le nom du fichier à écrire. On verra que c'est limité en nombre de caractères. Je ne rentrerai pas en détail sur le bypass. Et puis, trouver un binaire intéressant à réécrire pour pouvoir exécuter du code arbitraire. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc là, c'est une architecture basique d'une partie de la communication Modbus grâce à ce composant. On peut voir à droite notre PLC qui discute avec un canal série à notre service Modbus, qui est notre Modbus driver qui tourne avec des droits système. Et en bas, on voit aussi notre mémoire partagée. Alors, j'essaye de montrer, mais c'est toutes ces données-là. C'est une mémoire partagée en bytes. Puis, tout à gauche, on a une application utilisateur qui est censée configurer le canal série pour discuter avec le PLC. Donc, cette application utilisateur tourne donc avec des droits user. La manière de faire, comment ça a été architecturé, c'est que cette application utilisateur permet de saisir donc, le COM à ouvrir pour la communication série, le COM 1, le baud rate, bon, plusieurs informations. Toutes ces informations pour paramétrer le canal série seront écrites dans la mémoire partagée. Puis, il y aura une sorte d'événement qui va dire au système qui tourne avec des droits, donc système, là, au service, à notre service, désolé, bah, viens lire les données, j'ai envoyé des données dans la mémoire partagée et fais-moi la configuration du canal série. Ok, jusque-là, très bien. On peut aussi voir qu'on était limité par le node COM1 qui est juste ici. On retrouve la chaîne tout en bas, COM1, donc c'est pour juste montrer qu'on a des données. Maintenant, imaginons, vu qu'on a un programme utilisateur, nous, on crée notre programme, on ouvre cette mémoire partagée, on a les droits, et au lieu d'écrire COM1, on écrit volontairement un fichier arbitraire sur le système. Ben, finalement, notre produit, notre service, il va voir un fichier C, 2 points quelque chose, et il va faire, je l'ouvre, pour moi, c'est le COM1. En fait, on bypass, alors c'est pas vraiment une restriction là, mais ici, on pouvait ouvrir que COM1, COM2, COM3, mais en faisant sa propre application, on peut écrire ce qu'on veut. Donc à partir de là, notre service, il va ouvrir notre fichier sur le système arbitrairement. Il nous faut trouver maintenant un moyen d'y écrire des données dans ce fichier. C'est bien, on a ouvert un fichier, mais si on peut rien écrire. Donc le moyen de faire, c'est si on ouvre un canal série, c'est qu'on peut forcément discuter avec ce canal série. On a un port TCP qui est ouvert ici en 27700 qui permet justement, alors selon un protocole Schneider, d'envoyer des données. Et ces données-là vont être extraites de ce protocole et une partie des données va être envoyée dans le canal série, qui sera vraiment la donnée qui sera envoyée vers le PLC. Donc après un petit peu de rétro-ingénierie, j'ai pu trouver un moyen. Donc il y a juste à se connecter à ce port, connaître le protocole et envoyer les données. Et donc on obtient à ce moment-là une écriture arbitraire dans un fichier arbitraire qu'on aura défini avec des droits système. La question sera d'exécuter le bon exécutable après, de déterminer. Donc, on verra un petit peu plus loin quel binaire on a identifié. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, juste pour résumer avant une petite démonstration, on est donc sur la station d'ingénierie. Notre but, c'est de venir toujours sur le PLC. La première chose à faire, c'est que notre malware qu'a installé Guillaume dessus, mais il va faire une requête à un CNC, parce que maintenant, on peut réussir à communiquer vers l'extérieur pour savoir, donne-moi, voilà, je voudrais élever mes privilèges, est-ce que tu peux me fournir ce que j'ai besoin pour pouvoir élever les privilèges sur cette version de station d'ingénierie?
Donc on connaît la version, elle est remontée. Notre CLC ici, oui, je connais cette version, je t'envoie une vulnérabilité permettant d'exploiter EcoStruxure. Donc il va envoyer différents binaires comme create symlink. Alors create symlink, c'est un binaire pour juste bypasser, je ne vais pas rentrer en détail, mais une des restrictions sur la taille du fichier à écrire. Notre binaire LPE-exe, qui est lui vraiment l'exploit en lui-même. Et download and exec est le binaire qui va réécrire un fichier sur le disque, qui permet, comme son nom le dit, de downloader un fichier plus gros sur notre CLC et de l'exécuter. Puis il y aura le CNC fournira d'autres informations, les commandes à exécuter, et puis on verra qu'à la fin, il faudra, pour pouvoir exécuter notre download exec, il faudra couper la session d'une manière programmatique pour pouvoir, quand on relance une session utilisateur, que le binaire soit relancé automatiquement. Donc je vais laisser Guillaume lancer la démonstration. Merci. Donc là, il lance la vulnérabilité. C'est quoi la première étape? Alors, ça mouline un petit peu. Donc là, Guillaume, je crois que c'est ça, il télécharge les différents binaires nécessaires pour exploiter la vulnérabilité. Donc notre LPE.exe, notre download exec. Alors je ne sais pas pourquoi ça, voilà. Du coup, là, tout a été téléchargé maintenant et la vulnérabilité a bien été à réécrire un fichier pour le remplacer par download exec. Et maintenant, la prochaine étape, c'est le malware fait en sorte de faire un log-off de la session. Donc, ce qu'on voit, signing out. Et puis un logon à nouveau, ce qui va faire qu'au moment du démarrage d'une nouvelle session, ça va provoquer le démarrage d'un binaire. C'est un binaire Schneider, en fait, qui redémarrage à chaque session, ouverture de session. Et donc, à l'ouverture de cette session, on verra apparaître finalement une connexion vers l'interface de Guillaume, parce que maintenant, ça ne sera plus le binaire Schneider, mais notre download exec, qui exécutera un nouveau programme qui sera en charge de se connecter à notre CSC. Donc, command and control pour le CSC, c'est vraiment notre moyen d'interagir à distance avec la station d'ingénierie. Alors, je ne sais pas si c'est fini, si, peut-être. D'accord. Donc, ce qu'on devrait avoir ensuite apparaître, c'est que lorsqu'on aura obtenu cette session-là, Guillaume va faire l'équivalent d'un WAMI, je ne sais plus si c'est cette commande-là, et on verra qu'on va être système sur la station au lieu d'être utilisateur lambda. Donc, WAMI. Et donc, on est système. Donc, juste pour bien... Voilà, c'est ça. Très bien. Slide suivant. Donc là, c'est toujours moi. OK, on est système sur cette machine. Maintenant, il ne faut pas oublier notre objectif, c'est de venir corrompre un PLC. Donc, le PLC qui se situe dans cette boîte. Et pour cela, il y a différentes manières. Soit on cherche de nouvelles vulnérabilités, soit on essaye de comprendre comment EcoStruxure fonctionne pour communiquer avec des PLC. Et donc moi, j'ai plutôt fait cette approche-là, rechercher vraiment, alors ça demande un peu de rétro, un peu de travail d'analyse, s'il n'y avait pas des fonctionnalités cachées ou non documentées qui permettent finalement d'interagir, d'utiliser EcoStruxure pour pouvoir automatiser cette interaction avec le PLC depuis son propre programme. Slide suivant. Donc l'objectif, pourquoi? C'est maintenant de communiquer avec le PLC, mais d'une manière, l'approche, on va dire, la plus reliable, la plus fiable, et sans interaction de l'utilisateur, bien sûr. Pour cela, on voudrait reproduire les étapes suivantes. Démarrer un projet, pouvoir compiler, charger, compiler un nouveau projet et pouvoir l'envoyer vers le PLC, mais d'une manière que ça reste discret du point de vue de la personne qui est peut-être déjà connectée sur la station d'ingénierie. Et ce qui est bien, c'est que EcoStruxure fournit des objets DECOM. Alors, je ne rentre pas en détail. DECOM, ça permet juste d'utiliser des composants réutilisables. Et dans ces composants réutilisables, on va pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités que j'ai décrites juste avant. Et ce qui est bien, c'est que finalement, EcoStruxure va être lancé cette fois-ci en tâche de fond. Il n'y aura pas d'IHM qui va être en face, qui va apparaître sur l'écran. Donc, on va pouvoir être à peu près, on va dire, invisible. Même si on regarde dans un Process Explorer, on verra qu'on n'est pas invisible. Mais du moins, c'est déjà pas mal. Slide suivant. Ça s'arrête là. Alors, si vous voulez savoir, parce qu'on va manquer de temps sinon,
Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est décom, la manière que j'ai interagi avec le logiciel, alors on a soit notre blog Airbus, soit vous pouvez venir me voir à la fin. On a les slides aussi, donc on pourra vous présenter un petit peu la manière dont on a interagi avec le logiciel EcoStruxure pour pouvoir faire des commandes et les envoyer vers le PC. Donc là, je vais laisser la parole à Flavian pour vous expliquer en quoi consiste le code non contraint et de quelle manière il s'y est pris pour exécuter ce code. Donc maintenant, on est capable de communiquer avec le PLC. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on va essayer de comprendre comment on peut arriver à exécuter notre propre code dans le PLC. Et en fait, je ne vais pas vous la refaire, mais j'ai fait exactement comme ce que j'ai fait pour l'automate simulé. J'ai regardé comment c'était compilé le code. Et en fait, c'est dans le même cas que l'automate simulé. Cette fois, on a un automate qui est sur une architecture ARM. Et ce qui sort en fait lorsqu'on compile un programme automate, c'est du bytecode ARM. Donc, il nous suffit finalement de remplacer ce bytecode ARM par notre propre bytecode. Et derrière, en fait, il va être exécuté cycliquement par l'automate, et ainsi on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Donc voilà, pareil, il n'y avait pas de bac à sable ou de ce genre de mécanisme. Donc génial, maintenant on peut faire un peu ce qu'on veut avec notre automate. Alors c'est pas si simple que ça, on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît. En fait, il va falloir quand même on est sur un automate. Alors, c'est pas comme si on faisait du développement logiciel sur un ordinateur. Là, on envoie quelque chose et on n'a pas d'outil de debug ou ce genre de choses. Donc, notre code qui va s'exécuter, on a intérêt de faire bien du premier coup, sinon l'automate crash. Enfin, voilà, tout de suite, c'est visible. Donc, il va falloir qu'on fasse notre payload pour qu'elle soit également assez petite, parce qu'on veut, dans un premier temps, pas qu'il y ait d'effet sur le procédé industriel. On veut que le procédé industriel, que l'automate réponde normalement, qu'il n'y ait pas de latence ou ce genre de choses. Et également, il va falloir qu'on le positionne bien pour, si on souhaite prendre le contrôle sur la partie automatisme, voilà, il va falloir trouver le bon endroit où s'injecter pour pouvoir avoir un effet sur le procédé industriel. Donc ça, c'est la position légitime lorsque l'automate il fait tourner son code légitime. Donc là, tout va bien. Nous, de notre côté, alors slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. De notre côté, on va avoir notre attaquant qui va récupérer ce code légitime. Soit il l'a récupéré dans la station d'ingénierie, vu qu'on a déjà la main dessus, soit via la station d'ingénierie, il arrive à le télécharger de l'automate. Il va étudier ce code-là, il va injecter son petit malware qui est de type download exec dedans, et derrière, il va le charger dans l'automate. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, slide suivant encore. Donc là, ça se fait de la manière légitime dans laquelle Schneider le prévoit, c'est-à-dire qu'on a un cycle de start and stop. On a l'attaquant qui upload le code automate, on arrête le code légitime et on le redémarre. Et là, on a le code légitime qui va tourner et également notre petite backdoor de type download exec. Alors ça peut être visible d'un point de vue d'un système industriel, parce que d'avoir le programme de l'automate qui s'arrête et qui se relance, c'est clairement visible. Après, on peut imaginer que l'attaquant, il attend qu'il y ait une mise à jour légitime qui se fasse par le développeur et il choisit ce moment pour s'injecter dedans. Enfin, c'est des choses qu'on peut masquer aussi. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc là, actuellement, il n'y a aucun effet sur le procédé industriel. Et là, on peut mettre à disposition notre petit code malveillant, donc qui va faire un peu ce qu'on veut. Donc, soit qui va interagir sur le procédé industriel, soit qui va pouvoir, par exemple, relayer les attaques de l'attaquant dans le réseau industriel. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que l'automate, ça soit un proxy pour l'attaquant. Il peut se cacher dedans et derrière aller tenter d'exfiltrer des documents de l'entreprise, d'accéder à l'intranet, d'attaquer d'autres machines, ce genre de choses. Donc voilà, donc on a notre malveillant. Donc slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, notre petit code à l'intérieur de l'automate, il va le télécharger et il va l'exécuter à la volée. C'est-à-dire que là, on n'a plus de cycle de start and stop, ce qui n'est normalement pas prévu dans les systèmes industriels. Schneider interdit de faire ce genre de choses. Et voilà, donc on a rajouté une fonctionnalité au programme, à la solution Schneider. Et également, nos codes malveillants, et on les a développés en C, ce qui est normalement pas possible depuis l'environnement Schneider. Voilà, slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, une fois que ça s'est exécuté, on peut le nettoyer. Le programme industriel fonctionne correctement. Slide suivant encore. Voilà, on peut mettre une autre payload. Là, il va la télécharger. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, et voilà, ça va s'exécuter sans cycle de start and stop. Slide suivant encore. Et encore une fois. Voilà. Donc là, on va passer à la démo. Alors, pour des questions de rapidité,
on a déjà infecté l'automate de notre petite backdoor de type download exec. Donc là, ce que va faire Guillaume, c'est juste qu'il va lui mettre à disposition dans son CC une petite payload malicieuse qu'il va télécharger automatiquement et exécuter. Et là, cette payload, c'est juste pour vous montrer, hein, ça va juste faire un scan réseau d'une machine qui se trouve sur l'intranet et lui renvoyer les informations. Allez, ben, à toi Guillaume. Ouais, ça va le faire. Enfin, si Guillaume se dépêche, oui, ça le fera. Alors, donc là, il est sur le CC. Donc là, il est en train de générer la petite backdoor qui va faire le scan réseau, qui va être exécuté vraiment dans la mémoire de l'automate, qui va être exécuté par l'automate. Donc là, il la met à disposition. Alors, il y a plein de choses qui se passent, mais grosso modo, c'est l'automate qui vient la récupérer depuis le CC et l'exécuter, renvoyer les informations au CC. Et là, on voit donc qu'on a les résultats d'un scan. Donc, on a une machine qui écoute sur du SSH, on a sa bannière, voilà, du HTTP. Voilà. Donc là, c'est vraiment juste une preuve de concept, mais on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes de proxy. Et si on peut repasser juste à la slide, on va vous faire juste une dernière démonstration où là, on va influer sur le procédé industriel. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on va faire en sorte d'aller modifier le programme industriel, grosso modo d'aller écrire à des endroits pour forcer des entrées-sorties, mais vraiment au niveau du programme. On va également leurrer tout ce qui est supervision, leurrer aussi également tout ce qui est remontée physique. Mais comme on est vraiment à l'intérieur de l'automate, en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut et voilà. Donc là, le but de l'attaque, ça va être de casser la cuve qui est en charge de mélanger les deux produits. Donc si on peut repasser sur l'écran de Guillaume. Donc là, il a lancé l'attaque. Comme c'est un peu long, il l'a fait en avance de phase, mais on voit en fait qu'on a la pression qui est en train d'augmenter. Ah oui, donc ça, c'est l'écran de supervision. Et on voit qu'on a la pression qui est en train d'augmenter là-haut parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a les vannes qui sont passées à 100 des deux côtés, donc on est en train d'envoyer du produit à fond. Voilà, ça commence à mal se passer pour la cuve. Lui, il n'indique rien, tout va bien, parce qu'en fait, on leurre vraiment ce qui se passe au niveau des remontées. Voilà, on va attendre que ça se passe vraiment mal. Voilà, ça se passe de plus en plus mal. Ouais. Juste pour gagner un peu de temps, tu peux peut-être, juste pour vous montrer que ce n'est pas du flan ce qu'on vous montre, on va relâcher le leurrage de la supervision et on va voir qu'il va y avoir des alertes qui vont… voilà. Là, il vient juste de relâcher le leurrage de la supervision et on a vu qu'il y a des alertes qui sont remontées à la fois côté des loupiotes qui sont allumées et à la fois des alertes côté supervision. Et voilà, là, Guillaume va juste vous mettre à disposition encore un autre petit programme juste pour montrer qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, voilà, qu'il a fait très rapidement, qui permet de jouer avec les lumières. Voilà, c'est tout pour nous. Écoutez, merci beaucoup. Bravo à vous pour cette démonstration. Merci. On va passer à une rapide session de questions-réponses. Et si vous souhaitez poser votre question, je viens vous donner un micro. Et les spectateurs qui souhaiteraient sortir, je les invite à sortir sur la droite, s'il vous plaît, droite face à moi, donc de manière à pouvoir gérer les flux d'entrée. Y a-t-il donc des questions sur cette démonstration? Oui, j'en ai une au fond. Je pense que tu peux arrêter. Hein. Tenez. Bonjour. Je voulais savoir comment ça se passe du coup avec les intus. Je suis ici. Ah, attendez, j'ai pas au fond.
Ah, pardon, Voilà. excusez-moi. Comment ça se passe du coup avec Siemens, avec les industriels globalement? Vous remontez les bugs, ils Oui. les corrigent Oui, on a eu l'autorisation de. Oui. D'accord, donc ça se passe comme dans le monde, on va dire, de l'IT où Oui, ils ouais. sont friands de tout ce truc. Ouais, après, alors là, on veut pas casser. Enfin, là, on a pris comme exemple Schneider. En fait, on a fait ce même genre de travail sur d'autres industriels et on a trouvé les mêmes Ah, vulnérabilités. c'est le début, hein, donc. Voilà. Et, enfin, voilà. Donc mais du coup, nous, on est content en fait de travailler avec Schneider pour faire en sorte de faire évoluer la sécurité des produits. Mais c'est vrai que comme c'est des systèmes qui datent des années 90, finalement la conception elle date des années 90. Donc c'est compliqué pour eux de faire évoluer leur modèle voilà, sur des automates qui ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années dans l'industrie. C'est compliqué aussi parce que là c'est des vulnérabilités un peu de design, donc c'est compliqué de mettre à jour tout ça. Ça leur demande pas mal de travail. Ouais. Mais le PLC, il est plus récent, lui. Et si vous avez pu faire tout ça, c'est parce que dans le PLC, il n'y a pas de vérification de signature de firmware. Oui, également. Oui. Donc ça veut dire que... Oui, alors, oui, Ouais. alors, effectivement, mais en fait, comme on s'attaque aussi depuis la station d'ingénierie, et en fait, on s'injecte également dans la station d'ingénierie, comme on a le contrôle finalement de cette station Excel qui est autorisée à mettre à jour du code, finalement, même si on avait la signature la signature de firmware, vu qu'on est dans cette station d'ingénierie, il nous suffit juste de pouvoir s'injecter là où il faut et on passe finalement ces mécanismes, on bypass ces mécanismes-là aussi. Ouais, mais après, on peut quand même imaginer que localement, il y a un Secure Boot qui est bien implémenté, Ah oui. qui vérifie une signature et qui autorise pas non plus n'importe quoi. Alors, Mais localement, dans la machine ou dans le PLC, quoi. Ben, c'est ce que je disais en fait avant. Comme vraiment on a la main sur la station d'ingénierie, comme c'est elle qui est autorisée finalement à uploader des programmes, donc le mécanisme de signature, le certificat, j'imagine, hein, qui va être Oui. utilisé pour signer le code, il est dans cette station d'ingénierie. Donc, Ah bon? Il est dans la station d'ingénierie. Ok. bah, je sais pas, en fait, je suppose. Là, on n'en a pas. Hein. On n'a pas de mécanisme. Parce qu'à mon avis, il devrait plutôt être signé ailleurs au moment de l'édition du code et au moment de la release, en fait. Mais il ne devrait pas être dans un appareil comme ça. Enfin, pour signer ton programme que tu vas développer, il va bien falloir le signer quelque part au niveau de la station d'ingénierie avant que tu le déploies. Ah, ok, mais... Non, enfin, Ok. après on peut en Ok, discuter. mais d'accord. Mais peut-être je me trompe. Hein. Mais bon, en tout cas, dans notre cas, il y avait pas ce genre de mécanisme, clairement. Ok, merci. C'est impressionnant. Ouais, merci. Ouais. Bien, merci pour votre démonstration. Airbus Cybersécurité